Bon, les enfants, bonjour à tous. Je suis aujourd'hui en présence de Michel Perriard dans la rubrique les interviews des gens atypiques, des gens en dehors des clous. Là, je vous ai trouvé un vrai spécimen. Donc, pour le présenter, ça va être un peu compliqué. C'est pour ça que j'ai préparé une petite note. Vous allez voir, c'est long et c'est succulent. Alors, diplômé des Beaux-Arts et licencié en ethnologie. Michel était artiste, peintre, graveur, 500 dessins à l'encre et à aquarelle diffusés à plusieurs millions d'exemplaires dans le circuit national de la carte postale. Alors si vous vous demandiez toute votre existence, mais c'est qui dessine toutes ces cartes postales? Eh ben c'est les gens en chair et en os comme Michel ici présent. Il était également chercheur pour le compte du CNRS, du Musée des Arts et Traditions Populaires de Paris, s'il vous plaît, et du Conseil général des Alpes-Maritimes. Je poursuis, toujours la même personne. Plusieurs ouvrages publiés notamment sur l'architecture et un certain nombre d'articles dans la presse spécialisée. Par la suite, illustrateur et graphiste, également fondateur et dirigeant pendant 12 ans d'une entreprise dans le numérique des arts graphiques, s'il vous plaît. Plus tard, c'était la photographie industrielle et la communication audiovisuelle. Et pour finir, aujourd'hui, Michel a son propre atelier d'ébénisterie à Cannes où il produit ses créations et aussi des tutos vidéo sur sa toute jeune chaîne YouTube Bois passionnément. J'ai voulu faire cette interview pour une raison très simple. J'ai découvert Michel il y a une semaine et j'ai découvert surtout ce qu'il dessinait à l'époque lorsqu'il était graphiste, peintre, artiste, je ne sais même plus quel titre encore je peux utiliser. Et il y a une chose qui m'a étonné, je ne sais pas si le mot étonné est vraiment convenable, c'est que, et c'est là que je vais te poser la première question, est-ce que tout ça, tout ce qu'on voit ici là, est-ce que c'est dessiné au crayon? Au crayon? Oui. Bah non. Comment c'est fait? Non, c'est du dessin d'abord sur nature, c'est pas d'après photo, et c'est du dessin directement à l'encre de Chine. Donc tu es en train de me dire que le trait est fait dès la première fois, tu n'as jamais gommé? Ah non, tu gommes pas à l'encre de Chine, tu grattes, mais tu traverses le papier. Tu n'as jamais fait ça au crayon, tu as dessiné ça directement? Jamais. D'accord. C'était tout l'intérêt. C'était tout l'intérêt. Et quand j'étais devant le sujet, ouais. Il fallait déjà que j'ai une émotion sur le sujet, ouais. Qui me parle de quelque chose, que j'ai envie de traduire ce sujet. Ouais. Je choisissais le point de départ dans la composition du paysage réel, ouais. Une ligne de force. Qu'est-ce que ligne de force? Je vais t'expliquer après sur un autre dessin. Ouais. Et je commençais à tracer sur mon papier, sur mes genoux, sur un carton à dessin, le premier trait. Et le premier centimètre de ce trait, je savais si le dessin allait être réussi, expressif, il allait raconter quelque chose, ou s'il allait être mécanique et sans intérêt. Oui, mais là c'était le premier geste. Là, tu rentres dans les hautes matières. Parce que si sur le premier trait, tu arrivais déjà à sentir de manière, on va dire, complètement immatérielle, quoi, inexplicable. Je ne sentais pas le résultat, je sentais mon état d'esprit, ma façon d'être disponible, d'être ouvert au sujet que j'allais traiter. Bon, alors attends, les hautes matières, on va les aborder plus tard, parce que moi, j'aimerais déjà d'abord qu'on se concentre sur... Tiens, Marion, est-ce que tu peux nous faire ça, là, s'il te plaît? Le gros plan, par exemple, là-dessus. Regarde, les vagues, par exemple. Donc là, je veux bien admettre que tu as dessiné ça directement, sans gommer, etc. etc. Mais tous ces traits-là là, qu'on voit, par exemple, du voilier, les fils, les mâles et tout ça, est-ce que tu as utilisé une règle? Non, jamais. Donc tu traces ça à la main, comme ça, directement, sans gommer ni rien? Oui, vers le bas, pas du bas vers le haut. Mais c'est inhumain, c'est impossible. Mais si. C'est impossible, sans déconner. Alors, ce qu'il y a, j'avais
Tu sais que les artistes peintres, quand ils sont devant un sujet, ils ont à côté d'eux un crayon, un stylo, un bout de bois, qu'importe, et ils font ça. Ils regardent quels sont les alignements, les perspectives, quelles sont les inclinaisons d'un sujet par rapport à un autre. Enfin, d'un élément du décor par rapport à un autre, de façon à le placer. Et une fois que tu as bien défini quelle est la position, disons, géographique sur ton dessin du trait que tu vas accomplir, il suffit d'y aller. Donc on est là, comme ça, on cligne de l'œil, on regarde avec un crayon parce que c'est plus pratique, on regarde comme ça, on se dit bon là, la perspective, l'inclinaison, etc. Et puis on le ramène sur le plan du papier, c'est-à-dire qu'on est comme ça, on le ramène ici, et là je sais quelle est la direction. Alors si c'est une verticale, c'est pas très difficile. Tu es en train de me dire que tu n'as pas la main qui tremble ni rien. Moi, quand je prends le stylo dans la main, je suis incapable de faire un trait droit. C'est impossible. Aujourd'hui, parce que moi aujourd'hui, je suis incapable de faire ça. Parce que j'ai pris de l'âge. Non, mais même à l'âge de 20 ans, j'étais incapable de faire une ligne droite. Oui, mais peut-être tu jouais du piano. Je sais pas, moi. Peut-être. Chacun a son talent. Bon, donc tu es en train de me dire que tu n'as jamais gommé. S'il y avait du crayon, ça se verrait. Non, mais... De la gommure, ça se verrait. Parce qu'à un endroit, je n'aurais pas réussi à gommer, j'aurais effacé mon trait de plume et tout ça. Je n'insiste pas là-dessus parce que je ne te fais pas confiance. C'est juste que ça me paraît incroyable, c'est vraiment le mot, de comprendre que c'est dessiné, c'est-à-dire que c'est one shot, quoi. C'est comme une photo, tac. Sauf que là, tu fais chaque trait en une fois et ça donne le truc, parce que quand on s'éloigne, moi d'ici, j'ai l'impression que c'est une photo. C'est pas, je veux dire, c'est inimaginable. Alors, je comprends ce que tu veux dire, photo, effectivement. Pour moi, la quintessence d'un dessin, c'est de ne pas être une photo. Parce qu'une photo, ça raconte tout et trop. Oui. Les choses que tu n'as pas envie de voir, les choses. Tu as aussi la lumière, toutes ces choses-là. Et pourquoi j'ai été amené à faire du dessin? Parce que avant, je faisais comme tout le monde de la photographie. Mon prof aux Beaux-Arts m'avait dit que j'étais pas bon en dessin et j'avais accepté ce principe-là pendant 4 ans de Beaux-Arts, 5 ans. À la 4e année, j'ai été amené à partir à la campagne, intéressé par l'architecture traditionnelle, et j'ai passé une semaine dans une vallée en plein hiver avec ma petite moto. Il faisait froid, j'étais tout seul et j'avais une piole à Saint-Martin-Vésubie. C'est un petit village dans l'arrière-pays niçois. Et je voulais montrer que dans une vallée, il y avait une manière de construire les granges et les maisons, et dans l'autre vallée, c'était les mêmes modes de vie, mais la technique et les matériaux étaient employés différemment. La photographie ne me rendait pas, elle me racontait trop de choses. Et l'idée que j'en avais, j'étais amené à prendre un papier, un crayon, et à graffiter ce que je voulais démontrer. Bon, j'avais la technique du dessin, la technique de la perspective, je connaissais tout ça, bien entendu. Et quand je suis rentré à l'école et que j'ai présenté mes dessins explicatifs, qui étaient des dessins techniques, à mon prof d'architecture, il a regardé ça, feuilleté les trucs, il y avait une 60aine de dessins au bout d'une semaine, et je voyais qu'il n'était pas du tout attentif à ma problématique que je lui exposais. Ici, on fait comme ci, là... En refermant le livre, j'étais fâché de voir qu'il ne s'était vraiment pas intéressé au truc. Et il m'a dit, tu sais que tu es un dessin de graveur? C'est ça. J'ai dit, mais attendez, vous n'avez rien compris. Je suis parti fâché et je suis allé voir mon prof de photo en lui disant, tu sais Jacques, j'ai fait des photos de village, j'aimerais les agrandir pour faire l'exposition et les vendre dans la boutique de ma mère. Il me dit, mais tu sais que tu es un dessin de graveur, j'ai vu tes dessins, viens chez moi, je t'apprends à faire de la gravure. Et c'est parti comme ça. Et c'est là que tu vas me parler de ça alors. Après. Et j'ai été amené, alors là il n'y a pas la gravure, je l'ai à la maison, j'ai été amené à faire ce genre de dessin. Et quand je te disais chercher la ligne de force de... Oui, le haut et le bas là. Ah non, c'est ça. Et chercher la ligne de force, ça veut dire que là j'ai
un décor qui est naturellement beaucoup plus large, avec des informations qui ne m'intéressaient pas. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le petit Ponty qui était là, l'arc-boutant entre deux maisons rendues nécessaires parce qu'elles sont fragiles, parce que hautes, c'était en Corse. Et donc, je me suis axé sur cette verticale-là. J'ai raconté ce qu'il y avait autour, mais sans plus. Après, je suis passé de l'autre côté. J'ai esquissé l'autre côté pour qu'on comprenne. Si je supprime ça, on ne comprend pas pourquoi il y a ce morceau de caillou qui sort. Et c'est suffisant. Et on est dans une ville méditerranéenne avec le linge qui pend, avec des gouttières qui sont rajoutées par-dessus, c'est ça qui est dingue. etc. C'est ça qui est dingue. Et je raconte une histoire. Tiens, regarde, je montre exprès à la caméra. On est quand même sur 5 cm de dessin. Et c'est vrai qu'il suffit simplement de se mettre même pas à 1 mètre, on est projeté quoi. On a, sans voir la suite, le reste, on est projeté. Mais c'est à toi de raconter l'histoire. Oui, complètement. Voilà, mais c'est ça qui est intéressant. Par opposition, par exemple, à ce qu'il y a derrière. Ça raconte trop de choses. Ça raconte... oui, mais enfin, tu dis que ça raconte trop de choses, mais en même temps, c'est un travail... c'est un travail sublime, quoi. Mais moi, en tant qu'artiste de l'époque, je préférais le Ponty d'Ajaccio à Saint-Tropez, qui est trop descriptif. Mais tu sais ce que j'ai remarqué la semaine dernière lors de la soirée, c'est que la majorité de gens, comme moi, ils étaient absolument omnubilés par ces dessins précis-là, quoi. Ben oui, parce que c'est... Enfin, moi, je sais pas, personnellement, je trouve même pas de mots pour m'exprimer, et pourtant, il paraît que je n'ai pas un vocabulaire très pauvre, mais quand je regarde ça, je me dis, mais c'est pas possible. Parce que ça... Je ne suis pas en train de te dire que je pourrais reproduire ici, par exemple, tu vois, la même chose. Moi, je suis pas peintre, je ne sais pas faire ça. Mais c'est quand même plus accessible au commun des mortels, j'ai envie de dire. Mais produire un truc pareil... Oui, parce que là, il y a de la technique. Bah il y a 10 ans d'écart entre ces deux dessins. Alors, justement, combien d'années il t'a fallu pour arriver à ce niveau-là? Aucune. Quand j'ai commencé... Moi, je sors. Non, quand j'ai commencé, c'était déjà ça. Et c'est pour ça que j'ai continué. Si ça avait été un balbutiement, je me serais dit, mon prof, il m'a dit que j'étais pas bon en dessin, j'aurais plié le carton, je serais rentré à la maison. Donc c'est quoi? C'est un don? C'est comment ça marche? Un jour, j'ai dit à ce prof, à un autre prof que j'avais aux Beaux-Arts, que j'ai beaucoup apprécié et qui m'a déverrouillé l'esprit en une phrase. Et moi, j'ai commencé par le provoquer, en lui disant, écoutez, je trouve que le métier d'enseignant, c'est bien, mais quelque part, je trouve que les profs, c'est des ratés. Il m'a regardé surpris et il m'a dit, vous avez raison. Bon, j'étais plus surpris que lui, parce que les profs ont le défaut, je dirais, de façon générale, attention, je ne tape pas sur les profs, parce que c'est un métier, et j'ai moi-même été prof, et j'ai arrêté, j'ai démissionné volontairement parce que je n'étais pas bon à être prof. Prof de quoi? De communication. Alors tu me diras, la tchatch, ça y va, mais ce n'est pas le but. Donc, j'ai eu des profs qui étaient des répétiteurs de ce qu'ils avaient appris, de ce que les autres avaient appris à apprendre, etc. Et ça, c'était pas intéressant. Et ce prof m'a dit, j'ai vu tes dessins, et il me dit, ce qui est intéressant, c'est de trouver la ligne de force et de ne pas quitter le support, le papier, d'être toujours en contact, la plume en contact avec le papier, et de raconter l'histoire. Et ça, il y en a d'autres dessins qui sont beaucoup plus sobres que cela. J'ai testé, et là, ça m'a ouvert quelque chose. Ensuite, quand je suis allé sur mon premier sujet, je me souviens, c'était le trophée d'Auguste à la Turbie, au-dessus de Monaco, je me suis installé, je me suis imprégné du sujet, de ce que je voulais faire par rapport à l'idée. J'ai commencé à dessiner, et là, j'ai regardé ce qui se passait sur le papier, et je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire? Ça veut dire que ce n'était plus le personnage qui résonnait, c'était... Bon, tu me parles de talent, tout ça, oui, c'est quelque chose qui s'est révélé, qui s'est imposé à moi et qui m'a dirigé pendant 15 ans pour faire ce genre de travail. Le premier au dernier dessin, il y avait cette même veine.
Puis un jour, j'ai bâché, j'ai arrêté, je n'ai plus jamais fait. Pourquoi? Plus jamais. J'avais passé une étape. On commençait d'abord, le dernier éditeur que j'avais, il m'avait demandé d'aller à Perpignan pour dessiner la gare rendue célèbre par Dali. Je me suis dit, voilà, il faut que j'arrête. Pas par rapport à Dali, bien sûr, mais par rapport à la gare. Qu'est-ce que je vais dessiner une gare? Ouais. Bon, ceci dit, elle est belle, la gare de Perpignan. Hein. Là, par exemple, Marion, si tu peux t'approcher, ça serait cool. Du coup, dans ce cas-là, on va commencer par ça, puisque tu mets la gare en face, et on va montrer ceci. Alors ça, c'est la cathédrale de Chartres. Yes. Parce que là, ce qui est intéressant, la semaine dernière, quand j'ai regardé les détails, regarde, par exemple, là, tous les détails architecturaux, en perspective, même là, c'est quand même, j'ai envie de dire, oui, alors, un iPhone ne fera pas mieux, quoi. C'est clair. C'est ça qui me dépasse. Alors après, le premier trait, l'esprit, le sujet, tout ça, c'est une chose. Il faut on va employer cette expression, se lâcher prise à soi-même pour se laisser guider par le dessin, par ce que l'on ressent. Et le crayon, enfin le stylo à encre de Chine, le crayon non, puisque je t'ai dit je n'utilisais pas le crayon. Ouais. Donc la plume, elle va suivre cette énergie qui va se dégager et du sujet et que tu vas traduire toi sur le papier. Après, pour dessiner un chevet comme ça, avec des arcs-boutants, il y a de la technique. Il y a de la connaissance de la perspective. Et ça, c'est autre chose. Ça, j'ai appris ça à l'école. Et j'étais le meilleur en perspective. C'est quoi, explique-moi, c'est quoi la perspective alors? La perspective, ça a été mis au point, la perspective cavalière. Qui est différente de la perspective du Moyen-Âge et qui était une perspective qu'on pourrait qualifier avec des mots savants d'axonométrique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas vraiment de perspective. Les choses étaient représentées avec des fausses fuyantes. Si tu regardes les gravures ou les enluminures du Moyen-Âge, il n'y a pas de perspective. Et puis à la Renaissance, il y a, je ne sais plus qui, il faut regarder sur Wikipédia, qui est-ce qui a inventé la perspective. Un type, il a eu l'idée de faire un dispositif avec un écran, si je me souviens bien, en calque. Il regardait au travers et il a dessiné et il a compris les principes de la perspective en analysant ce que l'œil voyait et comment c'était traduit sur le papier. Après, il y a des règles qui ont été établies de perspective avec la ligne d'horizon, la ligne de terre, les points de fuite. Tu peux faire un exemple sur un dessin juste pour qu'on se rende compte qu'est-ce qu'on peut prendre comme dessin? Là peut-être non, sur celle-ci. Oui, prends celui-ci là. Voilà, on va le mettre là. Donc là effectivement c'est un dessin qui exprime quelque chose, qui raconte une petite histoire avec les touristes qui regardent le tympan de... Alors là, c'est la cathédrale de, je sais plus, de Chartres, je crois, ou d'Orléans, non, c'est celle de Chartres. Juste une petite parenthèse rapidement. Oui. À chaque fois que je me retrouve devant les cathédrales catholiques et que je vois ces mini-sculptures taillées dans la pierre, je me dis, mais quel boulot, mais... Et là, quand j'ai vu la semaine dernière ça sur le dessin, je me suis dit, mais en fait... C'est hallucinant, quoi. Même pour le dessiner, ce que les mecs à l'époque ont taillé dans la pierre, même pour le dessiner, c'est quand même un boulot. Et puis, si tu veux aller par là, la rosace, c'est costaud. Hein. Bah oui, non, mais c'est clair. Mais bon, il y a de la technique. Tous les trucs, et là, ça, oui. Mais ça, c'est, je sais pas, c'est... Tu sais, il y a des gens qui sont bons à faire de la danse, d'autres qui sont bons à faire de la musique, d'autres. Chacun a son talent. C'était le sujet de ma première question. C'est ce que je t'ai dit, c'est que je ne suis pas capable de tracer une ligne droite sur le papier. Et quand je vois que toi, à la main, sans gommer, c'est-à-dire en one shot, tu arrives à faire ça. On était parti sur la perspective. Les principes de la perspective, c'est... bon, on fait, il faudrait presque un crayon, une ligne de terre, une ligne d'horizon, c'est-à-dire c'est le niveau auquel se situe le regard, et on va faire un vertical qui est, disons, le point de vue que tu vas utiliser, si tu es à droite, au milieu ou à gauche, d'accord ? Et après, on va tracer deux points de fuite, soit qui sont le résultante de ce que tu observes, et là, le crayon ou le pouce tendu, c'est important parce que tu vas le rapporter ici et là tu sais que tu vas partir dans cette direction-là. Okay ? Et tu vas établir une sorte de triangulation. Et
à partir de ces points de fuite, tu vas pouvoir définir la position relative de chaque élément dans sa ligne de perspective. Si je reprends mon dessin ici, tu vois que là, j'ai une ligne, ici, et là, j'en ai une autre. Là, c'est ma ligne de terre. Ma ligne de terre, elle est là. Maintenant ma que ligne tu le d'horizon, montres, je le vois. Mais avant, je ne voyais rien. Tu vois, et ça se promène ici. Et quelque part par là, en dehors de ma feuille, il y a un point de fuite. Et le deuxième point de fuite, il est de l'autre côté. Et on le retrouve, bon, c'est un peu plus compliqué, mais par exemple ici, tu vois, j'ai un point de fuite. Et les points de fuite ici montent et descendent, comme si tu avais là un point fixe avec une règle qui pivote autour d'un clou. Bon, attends. Ça, c'est les principes quand théoriques. Quand je vois le dessin fini, et tel que tu me le montres, ça paraît logique. On arrive à les voir, là, tes points de fuite et Évidemment. compagnie. Quand tu es devant une putain de feuille blanche, comment tu... Je veux dire, je répète encore une fois, moi, quand je faisais du dessin à l'école, je prenais un crayon et j'esquissais à peu près déjà pour me repérer sur la feuille. Oui. Comment je vais continuer plus loin. Je gomme, j'arrange le truc. Oui. Toi, tu es devant une feuille blanche, tu as tes points de fuite sans aucune règle ni dans la rien. tête, ils sont, hein. Tu prends le stylo que tu ne peux pas gommer et ça donne ça. Alors, le geste que tu viens de faire, il est illustratif des deux stratégies opposées entre la tienne, qui est issue scolaire, je dirais. Oui. Tu fais une enveloppe, et moi qui rentre à l'intérieur, qui cherche la ligne de force. Tout à l'heure, quand je t'ai montré ce dessin-là, ça c'est vraiment l'illustration, à l'opposé de ça. Et je commence toujours par la ligne de force, par le centre, par le milieu, enfin, par un point fort qui m'interpelle, mais autour duquel je vais raconter l'histoire. Et c'est pas fermé, mon dessin. Bon, là, il l'est relativement, il y a le passe-partout, et là, c'est une commande pour un éditeur de cartes postales, pour des touristes qui vont acheter ma carte postale et me permettre de survivre. Mais un dessin comme celui qu'on a vu là tout à l'heure, c'est un dessin libre. Bon, il a été lui aussi édité en carte postale, mais c'est un dessin libre qui veut vraiment exprimer le fond de ma manière de travailler et de ce que j'ai envie de communiquer. Un des dessins qui m'a le plus choqué, frappé l'imagination, j'étais à Ajaccio sur ma petite moto, j'avais mon carton à dessin près derrière et tout, et je descendais une rue. Et tout d'un coup, c'était une rue piétonne, c'était au milieu, normalement, peut-être aujourd'hui on n'a plus le droit d'y passer, enfin il y a 40 ans on avait le droit de passer. Je vois une fenêtre ouverte, des cordes à linge et une femme en train d'étendre le linge. Tu vois. Je suis resté, j'ai planté la moto là au milieu. Ma moto avait un arceau derrière qui me servait de dossier. J'ai pris mon carton et j'ai dessiné 5 minutes. Et j'étais dans la folie, dans l'émotion de ce que je voyais, parce que pour moi c'était tellement beau, et les cordes, et le linge qui pendait, et cette femme, et le volet ouvert avec les persiennes et tout ça. J'ai raconté toute une histoire méditerranéenne, en 5 minutes, pas plus. Après la couleur, j'ai fait... Et aujourd'hui on sort le téléphone et on fait ça. Mais ton téléphone, il aurait raconté qu'il y avait une gouttière, que ça c'était... Il n'y a pas du tout la même âme derrière, je vois très bien. Là, j'ai focalisé dessus. Et ça a été une émotion forte. Il y a des fois où, quand je faisais ce genre de dessin, je voyais ce qui se passait sur le papier. C'était plus moi. C'est-à-dire ? Je comprends. Je pleure. Je comprends. Je sais pas. Je comprends. Je pleurais. Je regardais. Tu vois, c'est pour ça que j'ai voulu faire ça. Excuse-moi, c'est pas... Merci. C'est pour ça que je voulais le faire. Aujourd'hui, je suis incapable de faire ça. Incapable. Je coupe du bois, je fais de la sciure, j'ai d'autres émotions. Et ça, c'était un moment de ma vie. Une fois, mon prof, il avait dit que j'étais mauvais en croquis. Oh, j'ai accepté. Pendant 4 ans, j'étais mauvais en croquis. J'avais dessiné des poules dans un poulailler et j'étais mauvais en croquis. Bon. J'ai pas remis en question. J'étais en Corse pour faire des dessins pour des cartes postales. Alors des dessins d'architecture, touristiques.
On était à Porto. Et on remonte la route vers les Calanches de Piana. On arrive au village de Piana. Il y avait une petite église. Et devant une chapelle, et devant la chapelle, il y avait 3 femmes qui étaient là, assises. Pareil, émotion. Je fais le tour de l'église, je pose la moto. Je reviens tranquillement avec mon carton à dessin, mon chapeau de paille pour faire artiste, et ça c'est important. Et mon pliant, je m'adresse aux femmes en leur demandant si je peux faire un dessin, pas les déranger. Elles n'ont rien compris, c'était des Corses purs et durs, elles n'ont rien compris à ce que je disais. Donc je me suis planté, et il y avait une des femmes qui était leadership des 3, qui n'arrêtait pas de bavasser. En Corse, je ne comprenais rien, mais ce n'était pas le but. Et de tourner la tête et tout. J'ai commencé à décider, elle était là, mais le coup d'après, elle était de l'autre côté. Donc j'ai fait un 2e dessin, j'ai fait un 3e dessin, pareil. Restituer l'expression de mon vécu, et en même temps, moi, je voyais ces choses se faire, et je me souvenais que mon prof de croquis me disait « Perriart, c'est pas bon ». Et je lui dis « Pauvre con, tu vois maintenant ce que je suis capable de faire ?» Et c'est pas grâce à toi. C'est pas par opposition, c'est parce que, voilà. Chacun doit libérer ses énergies. Dis-moi, tu vois ça, on n'a pas abordé ça la semaine dernière, mais là en t'écoutant, j'ai pensé à autre chose. Si je t'ai compris bien, tu me corriges, mais pour toi, dessiner ça, comparé à cette chose technique, c'est, je veux dire, tu mets plus d'âme, plus de sensibilité là-dedans. C'est pour toi ça, pour toi en tant que artiste. En tant que c'est même pas qu'en tant qu'artiste, graveur ou quoi que ce soit, en tant qu'humain, j'ai envie de dire. Oui, je préfère. Je préfère. Pour toi, ça c'est plus important, plus touchant, plus tu mets tes tripes dedans. Même pas, non. Tu vois l'émotion que tu viens d'avoir là. J'ai même pas envie de couper ça. C'est énorme. Et en plus, c'est pas fabriqué, je peux te le garantir. C'est ressorti comme ça, c'est marrant. Hein. En fait, j'ai 2 questions auxquelles je pense maintenant. C'est même pas que tu mets tes tripes là-dedans. En fait, tu sors quelque chose de toi malgré toi. Exactement. Et tu le mets ici. Oui. Et ça, pour toi, c'est juste technique. C'est de la technique. Ouais. Et tu vois, il y a un truc. Marion, je pense que pour toi, ça va être pareil. Il y a les choses dont moi, j'ai envie de écrire, parler dans mes vidéos, mais ça n'intéresse personne. Les gens, ils veulent que je parle que des sujets précis. Je sais pas, la Russie, les femmes russes, des conneries, machin. Quand je parle des choses qui vraiment, dans lesquelles j'ai envie de mettre mes tripes, ça n'intéresse personne. Marion, je pense que toi, tu dois ressentir à peu près la même chose dans tes photos, pardon. Et j'ai réalisé ça là maintenant en t'écoutant, je me suis dit, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les gens ne sentent pas ça? Pourquoi? Moi, le premier, regarde, la semaine dernière, je me baladais ici là, avec ma coupe, je me suis arrêté devant ça et non pas devant ça. Et pourtant, c'est vrai que c'est beau, mais on est plus omnubilé par cette technicité que par les tripes qui sont exposées là sur une feuille de papier et qu'on n'est pas capable de capter, de voir. Pourquoi ça? Et en même temps, pourquoi ça? Ça correspond à la restitution d'une émotion. Effectivement, je ne raisonne pas, je me plante, et ça se déroule presque sans que je sois présent. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dichotomie, de distanciation, de dédoublement, je ne suis pas de schizophrénie, hein, entre ce qui se passe sur le papier, la main, bien entendu, l'outil, et mon esprit qui regarde ce qui se passe. Et combien de fois je me suis dit, mais c'est pas moi, c'est quelque chose d'autre. C'est de l'émotion à l'état pur, en utilisant une technique que je maîtrise. Voilà, le pianiste, il peut improviser des choses géniales, un compositeur peut faire des choses géniales, il est probablement dans le même état d'esprit, mais s'il n'a pas la technique de la composition ou pianistique, il fera rien. Quand tu dis c'est pas moi, ça veut dire quoi? Ah non, je ne fais pas de métaphysique, hein. Non. Je ne fais pas de prosélytisme pour quoi que ce soit. Je dis simplement, c'est que c'est une autre dimension. Alors il y en a qui disent, ouais, c'est ton ange, c'est Dieu, c'est truc. Il faut oublier tout ça. Dieu, il n'existe pas. Si, il existe en chacun. On a chacun une part divine qu'on exploite
à plus ou moins bon escient, sans le connaître, sans l'avoir identifié, mais on a chacun cette part de divin. Mais sans parler d'un Dieu omnipotent qui dit qu'il faut faire ci et pas faire ça. Celui-là, il faut le laisser. Et c'est d'abord, ce sont des incapables qu'il va y avoir le bordel dans lequel on vit depuis 12 000 ans. D'accord? Donc ça, tu oublies. Par contre, la créativité, dans quelque domaine que ce soit, moi on parle de dessin aujourd'hui, mais c'est vrai pour tous ceux qui sont dans un processus créatif, qui ont eu cette chance de lâcher prise sur toute l'éducation. Justement, parle-moi de ça, parce que la semaine dernière, quand on a discuté, tu m'as dit une phrase qui m'a accroché, qui m'a poussé à te proposer cette interview. Je te remercie. Tu m'as dit, je voyais le dessin apparaître sur la feuille grâce à ma main, oui. Mais pour moi, c'était pas moi qui dessinais, c'est-à-dire que j'étais observateur de ce que se passait, de ce que ma main faisait, mais c'est pas moi qui la dirigeais. J'ai dit waouh. Oui, parce que maintenant que je fais de l'ébénisterie et parfois de la sculpture, j'éprouve exactement le même sentiment. Ça veut dire qu'il y a des phases de préparation, il faut que la planche elle soit comme ci, comme ça. Bon, on ne va pas épiloguer là-dessus. Si ça vous intéresse, vous allez sur ma chaîne. Bon. Et la phase finale, c'est-à-dire que là où on va prendre les outils, les ciseaux à bois qui sont adaptés, etc., par rapport à la nature du bois et du projet qu'on a, il faut lâcher prise. Laisser l'outil, c'est-à-dire le ciseau, qu'importe, guider ta main. Mais si tu dis ça à quelqu'un qui n'a jamais fait ce genre de choses, quelqu'un qui est vraiment terre à terre, un matérialiste, je veux dire, tu lâches une scie sauteuse, tu vois ce que ça donne. Je n'ai pas dit une scie sauteuse. Non, mais je donne un exemple qui parlera à tout le monde. Ouais. Mais quand tu dis il faut lâcher l'outil, même le ciseau, par exemple, quand tu coupes le papier avec un ciseau, il n'y a rien de compliqué, quoi. Je t'ai parlé l'autre fois, j'avais une planche de noyer, 47 mm d'épaisseur, 30 de centimètres de large, et je devais débiter des tasseaux à 45 mm, 4 cm et demi. Donc je règle mon guide sur 4,5. J'essaye de calculer l'épaisseur de la lame, j'additionne 4 tasseaux, j'avais la place d'en faire 5, j'additionne 4 intervalles, fois 4 mm, plus mes 45 mm, divisé par la taille, etc. À combien il faut que je règle? C'était 46, quelque chose comme ça. Je règle le truc presque, allez, je mets 40, puis je tape un petit peu comme ci, mais comme ça, sans réfléchir et sans vouloir faire quelque chose, sauf que j'étais sûr d'avoir mes 4 tasseaux, le 5e, on verra bien. Je déligne à la scie à format, bon, c'est de la technique, hein. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, je prends le 5e qui était la chute, je le mets sur le 4e, pile. Pile. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le hasard? Hasard ou nécessité? Ça, c'est un de mes thèmes favoris, ça. Hasard ou nécessité? Le hasard, c'est la rencontre avec un sujet, c'est le fait de prendre un morceau de bois pour faire quelque chose qui n'avait rien à voir au fait que c'était des tasseaux. La nécessité, c'est l'esprit, la volonté, cette force du cerveau, enfin de la personnalité de chacun, à aller vers quelque chose. Et la nécessité, elle surgit presque naturellement. Voilà, c'est pas par hasard que j'ai fait ça. Il y avait une nécessité. Comme ça aussi, il y avait une nécessité. Revenons à la perspective. Pour moi, l'intérêt de faire ce genre de dessin que je trouve trop commercial, qui a moins de force émotionnelle que celui-ci, parce qu'il raconte moins de choses. Quel était mon intérêt? C'était l'exercice de perspective. C'était l'envie ou la nécessité de restituer quelque chose d'équilibré, de juste en termes de perspective, avec des divisions comme la rosace là. Bon, aujourd'hui je voudrais le faire, je ne suis pas capable de faire ça. C'était autrefois. Mais il y avait la nécessité, c'était, et tu te lâches, tu te laisses aller, tu te laisses guider. Et une fois qu'on a appris à faire du vélo, on ne l'oublie pas, comme le piano, comme tout le reste. Non. Oui, mais après, il y a le physique. Aujourd'hui, j'ai une main qui est moins sûre qu'il y a 40 ans. Puis il y a un autre détail aussi. J'ai compris, mais
longtemps après avoir arrêté, pourquoi j'avais fait ce genre de travail. Et alors? Quand j'étais dans l'entreprise de communication, j'avais un client qui était ophtalmo. Et il avait une méthode de correction de la myopie par une opération au laser. Et c'était mon client, moi je lui fournissais ses cartes de visite. Voilà. Et un jour, je discute avec sa secrétaire. Et elle me dit, et j'avais fait des examens d'ophtalmologie pour moi-même. Et il m'a dit, ah, vous étiez hypermétrope, mais vous êtes en train de devenir progressivement presbyte. C'est quoi? Hypermétrope, c'est quoi presbyte? Et il m'a dit, l'hypermétrope, c'est quelqu'un qui a la capacité naturelle, de par ses yeux, de voir loin. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris pourquoi je fais ce genre de truc. Comment j'ai pu faire ce genre de truc. Parce que j'avais un défaut de vision, si on peut appeler ça comme ça, qui me permettait de voir des détails lointains et de les restituer grâce à une technique graphique sur le papier. Si j'avais été myope, ça peut arriver, j'aurais jamais pu faire ça. Et la secrétaire m'a expliqué comment les gens qui étaient opérés de leur myopie, après la phase opératoire, renaissaient à une autre vie. Ils découvraient le monde différemment, à tel point que certains changeaient de vie, changeaient de métier, changeaient d'épouse. Ça les bouleversait. Finalement, tous les moyens sont bons pour se remarier. C'était pas l'idée. C'était pas l'idée. Et je voulais pas le dire dans ce sens-là. Oui, non, mais bien sûr. Mais le bouleversement psychologique du myope qui découvre différemment son univers, le bouleversait parce qu'il était passé à côté de plein de choses. Et moi, mon défaut de vision m'a permis de faire ça que si je n'avais pas eu. Voilà, c'est dingue. Hein. Alors, attends, si tu es sur le sujet de myope et de voir vraiment de près, raconte-moi un petit peu ce que tu m'as expliqué la dernière fois, tes cartes postales de l'époque, ouais. Comment c'était imprimé. Alors, oui, à la limite, Marion, tu peux montrer plus près. Il y a Alors, j'ai fait un choix qui n'est pas anodin. Raconte-moi surtout comment se passait le processus d'impression, le temps que ça prenait, le fameux RGB, toutes ces choses. Voilà. Ça, c'est très important parce que n'oubliez pas que c'était en quelle année? C'était 60-70? C'était dans les années 70, voilà. Jusqu'à vers 83. Voilà. Après, j'ai arrêté. Donc, c'était il y a 40 ans, il y a plus de 40 ans. Oui. Raconte-nous comment c'était, comment ces cartes postales se créaient à cette époque-là avec les moyens qu'on avait à l'époque par rapport à aujourd'hui. Alors, pour autant que je m'en souvienne, donc ma compagne de dessin, c'était en général 1 mois en camping-car dans la région cible, ouais. Par exemple le Val-de-Loire. Ouais. Je rentrais, je vais rendez-vous avec mon éditeur, je présentais une 50aine de dessins, on en sélectionnait de mémoire 32, parce que ça correspondait, le format de la carte postale, au format du papier sur lequel on allait imprimer. On faisait un amalgame de tout ça. Et après, ça partait à l'imprimerie en photogravure. Le dessin était mis sur un banc-titre et il était photographié avec, pour autant que je m'en souvienne, des filtres orientés, une grille à trous orientée qui permettait de sélectionner les 4 couleurs qui étaient utilisées en imprimerie. Les 4 couleurs qui étaient le cyan, le magenta, le jaune et le noir. Cyan, c'est du bleu, magenta, c'est un rouge un peu foncé, le jaune, c'est du jaune, et le noir. Et on décomposait par un procédé photogravure ces 4 couleurs avec des points qui étaient plus ou moins gros selon la quantité de couleurs qu'il y avait dans l'original. Un dessin en noir et blanc, il y avait que le noir qui était capté, bien entendu. Sauf qu'on captait les 3 autres couleurs de façon à avoir un noir nourri et pas un noir, un gris. Ouais. On superposait, voilà. Une fois que ce travail de photogravure était fait, on faisait une épreuve sur une presse à
contre-épreuve qui était une sorte de presse de lithographie, ça s'apparentait à une presse de lithographie. On ancrait manuellement une plaque qui avait été obtenue par un procédé d'insolation aux ultraviolets. Et il y avait donc 4 plaques. On mettait une plaque, une deuxième, une troisième, quatrième. Le technicien passait un rouleau avec de l'encre, cyan, magenta, jaune et noir. On mettait la feuille de papier et on imprimait d'abord le jaune, ensuite, je ne me souviens plus, enfin bref, oui. On finissait par le noir de toute façon. Et on sortait une épreuve où il y avait les 32 cartes qui étaient positionnées. Ouais. On coupait et on me les expédiait pour faire les corrections. On les expédiait où? À moi. Ah. C'est-à-dire que l'imprimerie me les envoyait à l'auteur de façon à ce que je juge si le petit mauve que j'avais voulu traduire dans les ombres, parce qu'en Corse les ombres sont mauves alors qu'en Provence les ombres sont marrons, était bien restitué. Mm-hmm. Je faisais mes corrections, je veux plus ceci, je veux plus cela. Ça repartait en photogravure. Avec un acide, je ne me souviens plus le nom, le technicien corrigeait directement sur le typon, c'est-à-dire que sur le support sur lequel il y avait les petits points, ouais. Pour augmenter, diminuer, faisait un contre-type, etc. C'était assez compliqué. On refaisait une deuxième épreuve. Combien de temps ça durait, tout le processus là? Il fallait... Entre où tu envoyais à l'imprimerie? Je partais, mettons, 1er septembre, je rendais mes dessins au 1er octobre, ils partaient à l'imprimerie, on sortait les cartes postales au mois d'avril. C'est-à-dire 6 mois. Et aujourd'hui? Bon, il faut, avec les trucs print, machin chose, d'Internet, aller en 3 jours livrer à la maison, enfin, quelque chose comme ça, en 1 semaine, disons, au maximum. Tout a changé. Ces cartes postales, j'ai voulu les scanner pour en avoir la collection. Parce que moi, je suis le seul à avoir la collection quasi complète des 500 modèles de cartes postales que j'ai créés sur la décennie pendant laquelle j'ai travaillé. Je les ai mis sur mon scanner et j'ai commencé à vouloir faire des... pourris. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait avec le téléphone. C'est tellement plus pratique, plus rapide, c'est instantané et c'est de meilleure qualité. C'est en train de meilleur que la photo de téléphone d'aujourd'hui. Elle est meilleure que tous les scanners d'aujourd'hui? Quand on est passé de la photographie argentique, tu connais, à la photo numérique, ouais. Tout de suite, j'ai voulu acheter un premier appareil photo numérique. Je l'ai amorti en 3 jours. Et il coûtait l'équivalent de 1 200 €. Tu vois un peu, ouais. À l'époque. Et c'était tout petit. Et qu'est-ce que j'ai découvert? Moi qui avais une entreprise de photogravure avec un scanner rotatif, ouais. À 600 000 francs à l'époque, enfin, un gros machin professionnel. Ouais. Le niveau de gris que j'obtenais avec mon scanner était de 1 à 4. Le niveau de gris, quand je dis gris, ça peut être du rouge, ça peut être des couleurs bien entendu, et de 1 à 10. Ça veut dire que je scannais une photo, un document, avec mon scanner qui m'avait coûté une fortune, avec un technicien qui avait été formé, qui était un spécialiste, qui ne faisait que ça, j'avais un rendu de 1 à 4. Je prenais la photo du sujet avec mon appareil numérique de l'époque. Je voyais des détails dans les ombres que j'étais capable d'aller restituer, et je vois que tu hoches de la tête, ça veut dire que tu connais ça, qui était que jamais je n'avais obtenu, que l'œil voit, mais que la pellicule n'est pas capable, parce qu'elle n'a pas cette amplitude. On a amélioré la reproduction et la qualité de la reproduction de la couleur. Après, on en fait ce qu'on en veut. La dernière fois, tu m'as parlé de ça. Pourquoi avant, vous utilisiez 4 couleurs et aujourd'hui, à l'écran, on n'en a que 3? Non, en imprimerie, on utilise toujours les 4 couleurs. Ça donc c'est toujours d'accord. Sauf qu'on va passer d'une photogravure numérique à une composition qui va être numérique sur l'ordinateur. Puis après, un transfert au début sur des films. J'ai eu des machines pour faire les films et on insolait d'une façon traditionnelle. Puis après, les progrès allant, on a directement gravé, enfin quand je dis gravé, insolé les plaques par des
par des imprimantes qui ont remplacé le typon sur la plaque. On a fait des économies et aujourd'hui, bon, je ne suis plus dans l'imprimerie, mais aujourd'hui on imprime en direct. Ton imprimante numérique en est la meilleure preuve. La carte postale que tu vas faire chez Trucmuche Print sur Internet, pour ne citer personne, elle est faite d'une façon numérique, avec beaucoup plus de définition. La définition, là, c'est du 300 points par pouce, 300 dpi, comme on dit. Ton imprimante à jet d'encre, elle est au minimum à 1200 dpi. Ça veut dire qu'au compte-fil, tu vas voir des montagnes, des patates de couleurs agrandies, que la même chose sur ton imprimante numérique, et pour autant que ce soit scanné d'une façon efficace, tu vas voir des petits points. De 300 à 1200, c'est 4 fois plus. Ça peut être 12, oui. Explique-moi pourquoi les écrans d'aujourd'hui, avec toute la modernité et compagnie, ils se passent d'une couleur. Alors, ils ne travaillent qu'avec 3 au lieu de 4. La restitution de la couleur, ça, quand on le regarde, c'est la lumière blanche, la lumière du jour, qui vient, qui est renvoyée par le support, sauf qu'il y a des pigments qui absorbent une partie du spectre et ne restituent qu'une autre partie. Là, en l'occurrence, le bleu, chimiquement, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste, mais ce n'est pas du bleu. Tu perçois bleu parce que la matière qui a été posée ici a absorbé toutes les autres couleurs et ne laisse passer que cette couleur bleue. Ton short rouge, c'est pareil, partout c'est pareil. Sauf que en imprimerie, donc c'est une lumière qui est réfléchie, alors que sur les écrans, c'est une lumière qui est envoyée depuis le tube cathodique autrefois, et puis je ne sais pas quoi, les LED aujourd'hui, et donc la couleur, la décomposition de la couleur, je ne voudrais pas raconter des bêtises, mais elle se suffit à trois couleurs. Elle se suffit à 3 couleurs. RVB, rouge, vert, bleu. Le noir n'existe plus, c'est le mélange de ces 3 qui va donner l'illusion du noir. Et la proportion de chacune de ces 3 couleurs va te donner l'ensemble du spectre. Voilà. Que l'on est capable de percevoir, parce qu'on ne perçoit pas tout. Les ultraviolets, les infrarouges, on ne les voit pas. Ok, merci. Est-ce que tu peux me parler premièrement de ce dessin qui est par la suite devenu cette gravure? Alors, à l'époque où j'étais donc à faire ce genre de dessin, j'avais des opportunités de voir des scènes de rue, puisque je restais entre 2, 3, 4, quelquefois 6 heures au même endroit. Et je me suis amusé à croquer des personnages que j'intégrais dans mon dessin ou que je conservais à part entière. Et là, on a donc un exemple d'un croquis que j'ai fait avec un personnage qui faisait la sieste, puis qui s'est réveillé et qui m'a donné l'occasion de faire 2 croquis. Donc en fait, c'est un dessin animé, c'est ça? C'est un dessin d'animation. Voilà. Et quand j'avais, je te rappelle, je reviens sur mon prof Jacques Robert, qui était le photographe officiel de la Fondation MAG à l'époque, qui m'avait appris à faire de la gravure. Donc, j'ai commencé ma carrière comme artiste graveur. Et très rapidement, j'ai fait de la gravure en taille douce sur cuivre. Et donc, ce dessin original-là, je m'en suis servi comme modèle pour graver, dessiner dans le vernis qui était déposé sur la plaque de cuivre avant de mettre la dite plaque dans un cuve d'acide pour procéder à la morsure du dessin. C'est quoi la morsure? L'acide mange le cuivre et ça va créer un sillon. C'est ça, et la morsure, ça va être la durée pendant laquelle la plaque va être trempée dans l'acide, de façon à commencer par les parties les plus foncées, les yeux en l'occurrence, et finir par les parties les plus légères. Donc une gravure comme ça va être faite en 3
ou 4 étapes successives. Mais moi, j'ai toujours pensé, l'inculte que je suis, qu'une gravure, c'était fait sur, je sais pas, soit sur une pierre, soit, enfin, en tout cas, sur une matière dure. Là, tu m'expliques que c'est une gravure sur le papier. Non. C'est fait, il y a un médium, c'est-à-dire que c'est une matière dure. Là, en l'occurrence, c'est de la taille douce, c'est-à-dire sur un métal. Ça peut être du zinc, de l'acier, du laiton, du cuivre. Moi, en l'occurrence, j'utilisais du cuivre. Non. Je parle du rendu, de la matière finale. Excuse-moi. Une fois que la plaque était faite, on faisait une première épreuve. Oui. L'intérêt de faire de la gravure, c'est de reproduire le dessin, de reproduire une image, de reproduire un message. Et l'invention de la gravure en taille douce a succédé à la gravure sur bois au Moyen-Âge, qui était beaucoup moins résistante. Et les premiers graveurs au XIVe siècle, je crois, ça remonte, ont commencé à travailler sur du métal avec un acide. Et ça a permis de véhiculer à l'époque des images qui étaient fortes de sens. L'image sur papier, dans les livres, les illustrations du Moyen-Âge, elles étaient peu diffusées parce qu'elles étaient faites à la main la plupart du temps, alors que l'invention de cette technique-là a été les prémices de l'imprimerie. L'imprimerie a suivi en même temps. Si tu veux. Et ça a permis de diffuser, là je rentre dans l'histoire de la Renaissance, ça a permis de diffuser des idées et d'aboutir à aujourd'hui ce que l'on connaît. Bon, pas faire un cours là-dessus, je ne suis pas assez compétent là-dessus, mais cette technique-là a été utilisée pour véhiculer des images. Donc ce que tu vois là, ce n'est pas une plaque de cuivre. Cette image a été ensuite... donc la plaque a été... Imagine-toi les raies, là c'est la morsure de l'acide. Je mets de l'encre. L'encre, elle rentre dans les sillons. J'essuie pour enlever le surplus. L'encre. Je prends une feuille de papier, je la mets à tremper dans une cuve pendant 24 heures. Je la prends, je la mets entre deux buvards de façon à ce qu'elle s'homogénéise au point de vue de l'humidité. Je la dépose, la plaque a été préparée, j'ai une presse, je la dépose sur la presse. Je tourne la bête à cornes, ça s'appelait comme ça, c'était une manivelle. Il y avait 2 cylindres, un moteur, l'autre, enfin moteur, entraîneur et l'autre, une plaque, un feutre. Et le papier et la plaque passaient en compression entre ce dispositif-là. On enlevait le linge, c'est le tissu qu'on mettait dessus, ça s'appelait un linge, et je récupérais la gravure et on la mettait à sécher avec 2 pinces à linge. Et au bout le lendemain, l'épreuve, elle était là. Voilà. Et donc là, il y a un numéro, 69 sur 80, ça veut dire que j'avais décidé d'en faire que 80. Là, c'est la 69e, ça veut dire que j'en ai vendu en théorie 68, plus les cadeaux, etc. Et au bout de la 80e, on file un trait, on grave un trait dans la plaque pour dire c'est terminé. Voilà. Et c'est considéré comme une œuvre d'art, bien qu'elle ne soit pas. Eh bien, moi, je ne savais rien de tout ça, les enfants. Chacun son métier. Bah oui. Enfin, chaque métier a son univers. Là, c'est la première illustration à l'aérographe. Alors ça, c'est une autre technique. Alors justement, parle-nous de ça. De peinture. Donc, qu'est-ce que c'est et Alors, ça, c'est une technique beaucoup plus savante. Mon travail de graveur m'a ouvert la porte à ce travail d'illustration, parce que c'est un travail qui est très mental. Faire une plaque de gravure, c'est pareil, c'est lâcher prise devant un matériau qui n'a rien à voir avec l'œuvre finale. Tu vois rien, sauf du noir verni, et tu grattes dessus, et tu imagines ce que ça va devenir. Donc là aussi, il faut lâcher prise. Et là, c'est un travail qui est plus technique. Ça veut dire qu'on met une feuille de papier, on prend une feuille spéciale de papier, on va mettre un plastique dessus. On a un dessin que, moi j'avais une table lumineuse qui était en transparence dessous, un dessin qui était fait préalablement au crayon. Alors cette fois-ci, il était fait au crayon. Et, parce que c'est des dessins plus techniques, une composition plus technique. Et ensuite, on découpe chaque zone du dessin en commençant par le fond, le plus noir, et on va passer le pistolet, l'aérographe, c'est comme une bombe de peinture, et on va passer ça, mais pas trop au début, parce que progressivement je vais débarrasser
les différentes zones du dessin qui vont être découpées avec un petit stylet. Et à chaque fois que je vais avoir enlevé une petite partie, je vais donner un coup de peinture. Bon là, c'est du monochrome, mais il y a d'autres illustrations qui sont polychromes, où là, il faut changer la couleur, etc. C'est un travail comme ça, c'est 80 heures de boulot. Un travail comme ce que là, c'est 2 à 3 heures de travail sur place. Ça, c'est 2 à 3 heures. Pas plus. Je t'assure. Vas-y. Non, mais c'est pas possible. Je faisais 3 dessins par jour, y compris les déplacements. Mais c'est pas possible. Mais après, ça devient sans intérêt. C'est-à-dire sans intérêt. Tu peux faire une nouvelle ou tu peux écrire un roman. Mais le roman, il va peut-être être... ou alors c'est Emporte le vent et tu te tapes les 800 pages d'un coup, mais une nouvelle, quelquefois, va être plus percutante. 2-3 heures, mais donc finalement, tu vois, la différence, c'est que ici, comme tu l'as expliqué, c'est plus technique parce qu'il y a le découpage, il y a le pistolet, il y a tout un tas de choses. Donc il y a aussi beaucoup de préparatifs autour. Il faut mettre la peinture, machin, les outils. C'est très technique. Voilà. Tandis que là, c'est vraiment le dessin pur. Pour revenir sur ce dessin-là, le lâcher-prise, il n'est pas au début, il n'est pas dans le travail besogneux de la découpe, etc. Il est dans la dernière heure de travail. C'est-à-dire que tu as tout enlevé, tu découvres l'œuvre, parce que tu ne la vois pas jamais en entier. Tu la découvres, et là tu te dis, ah, là il faut que je fasse ci, je fais ça. Et là tu vas prendre les outils comme un cuisinier qui prend ses couteaux, je ne sais trop, pour faire sa cuisine. Et là tu vas te transcender, c'est-à-dire tu vas lâcher prise avec tout ton environnement. Il peut être 2-3 heures du matin, en général c'est ce qui m'arrivait. Et tu vas faire tes retouches, tes petits trucs, comme ça d'une façon, inconsciente. Pas raisonner. Mais bon, tu connais la technique, bien entendu, tu ne fais pas ça par hasard. Le cuisinier, il ne fait pas la cuisine sans avoir des oignons. Tu sais à quoi je pense en t'écoutant? Et pas seulement. Là, tu as dit quand tu commences à dessiner, il n'y a rien dessus. C'est-à-dire que tu n'as pas de croquis ni rien. Et en fait, tout se passe dans ta tête. Oui. La feuille est blanche, mais tu sais déjà où seront les choses, comment elles seront, et tu dessines directement. Là, c'est pareil, tu me dis, tu ne vois pas l'œuvre, tu la découvres à la fin. Ouais. Et après, tu fais les finitions, les petites retouches, etc. Et j'ai envie de passer à une parallèle. Quand j'écrivais mon livre, le seul que j'ai écrit pour l'instant, tu sais, quand tu commences à l'écrire au début, tu te dis... bon, il y a ça qu'il faut que je dise, d'accord, mais comment je vais construire, comment je vais ficeler, comment je vais construire, comment je vais ficeler. Et finalement, en t'écoutant, encore une fois, j'ai l'impression, j'ai pas envie de tirer la couette de mon côté, mais j'ai l'impression que cette partie que tu observes le processus se passer, auquel tu participes physiquement, parce que je veux dire, c'est moi qui ai tapé le texte, c'est toi qui as écrit le tableau. C'est pas surnaturel. Mais en fait, c'est un truc inexplicable, parce que tout se passe finalement là-dedans, quoi. Parce que moi, aujourd'hui, quand j'ouvre mon propre bouquin, qui a été écrit il y a 2 ans et demi, je l'ouvre quelque part au milieu, je prends une page, je me souviens que j'ai écrit ce texte-là, mais je le lis, je me dis... D'où c'est sorti? Pourquoi j'ai pensé à écrire ça? Comment j'ai fait cette tournure-là? D'où ça sort le truc, quoi? Peut-être que ma parallèle, elle sera pas parlante pour tout le monde. Je sais pas, par rapport, parce que là, c'est vraiment visuel, on le voit, le résultat. Tandis que ce dont je parle moi, c'est que c'est un truc complètement quasi inexplicable, quoi. C'est quasi inexplicable. On ne peut pas le saisir comme ça. Non, et pourtant, je prêche pas non plus pour la métaphysique et toutes ces choses-là. Non, c'est pas le but. Faut oublier ça. Mais tu vois, c'est précisément ce qui m'a touché dans ton récit la semaine dernière et pourquoi j'ai voulu faire cette discussion-là, filmer, c'est que on touche à une matière, à quelque chose que, en tout cas moi, j'arrive pas à expliquer. Tout à l'heure, je disais, quand je fais le premier centimètre, je sais, par anticipation, par émotion, si le dessin va être bien ou pas bien. Tu parles de l'écriture. J'ai eu la chance d'apprendre à écrire. Après que mon prof de français m'ait traité d'abruti en classe de 3e, 10 ans plus tard, j'ai un prof de fac qui a passé 1 an, on a passé 1 an ensemble, et j'ai eu la chance d'apprendre à écrire. C'est la technique d'écriture. C'est une technique comme apprendre à marcher, comme apprendre à faire du vélo, ce que tu veux.
Et je me souviens qu'il me disait, le plus important, c'est le premier mot. C'est l'angoisse de la page blanche. Tous les écrivains vont te dire la même chose. Hein. Je ne me présente pas être écrivain, j'ai simplement fait de l'écriture. C'est le premier mot. Tu poses le premier mot et tu vas découvrir que derrière, il y en a un deuxième, un troisième, etc. Et là, tu vas commencer à raconter ton histoire à condition que tu aies quelque chose à raconter. Ouais. Si tu n'as rien à raconter, reste à la maison et regarde Netflix. Ouais. Ou ta chaîne. Je te remercie d'avoir accepté premièrement. Enlève les mains comme ça. Je te remercie Marion. Alors Marion qui est photographe à Cannes, qui fait aussi un travail formidable. Vous pouvez la découvrir sur son Instagram et sur sa page Facebook, qui seront nécessairement en dessous de la vidéo. Marion, merci beaucoup de nous avoir assistés. C'est ma première vidéo, ma première interview qui est filmée avec 3 caméras, y compris une qui bougeait grâce à Marion. Et bon, merci encore une fois au clou du programme qui est toi pour tout ce que tu nous as expliqué, parce que pour moi, très honnêtement, même malgré le fait que j'ai entendu à peu près les 3/4 de ce que tu as dit aujourd'hui la semaine dernière, tu as quand même rajouté encore des couches supplémentaires qui ont fait le dernier quart. Et donc j'ai compris et découvert encore plus de choses que tu vois qu'au vernissage de la semaine dernière. Donc écoute, merci beaucoup, merci à tous et bon, les commentaires sont à votre disposition. N'oubliez pas d'aller découvrir la chaîne de Michel, Bois passionnément. Oui. Bois passionnément. Moi aussi, à mon cours, je veux te remercier pour m'avoir entraîné dans des émotions qui sont ressorties je ne sais d'où. Mais c'est ça qui, tu vois, voilà, je ne m'y attendais pas et finalement, j'étais complètement sur la même longueur d'onde. C'est ça qui est dingue. On va nous prendre pour des dingues sur YouTube, mais personnellement, je n'ai rien à foutre. N'hésitez pas, soyez créatifs, ayez confiance en vous, lâchez prise. Dis à la caméra. Chacun a un potentiel. Le problème, c'est que notre environnement, la culture, le milieu social, familial, etc., nous coupe l'herbe sous le pied. Et pourtant, chacun, on est le verbe naître, dans un environnement, sur un terreau familial, et il faut se nourrir de ce terreau pour grandir comme un arbre qui lance des branches un petit peu de tous les côtés pour pouvoir aller prendre de la lumière et s'exprimer. Voilà. Bon, ceci dit, il n'y a pas que des arbres avec des branches. Il y a des arbres qui n'ont pas de branches et puis qui font semblant d'avoir des branches. Voilà. Soyez confiance en vous. Merci. Parfait, non ? Merci Michel. C'est moi. Merci Marion. À plus. Ciao. Bon, je vais en chier avec le montage, mais je m'en fous parce que c'était top. Tu peux me parler, on va dire 10 minutes, d'accord ? Ouais, c'est dommage. Bah oui, mais goût, hein. Je sais. Alors, c'est ça le problème des interviews, c'est qu'on ne voit pas le temps passer. Ouais.